Merci surtout de votre visite sur le www.congo.com. Aujourd'hui, nous allons parler de 2 livres écrits par un Congolais vivant au Grand-Duché de Luxembourg. Pour en parler, j'ai à mes côtés un invité que vous aurez à découvrir tout à l'heure, mais avant tout, permettez-moi de faire la présentation du sujet. Depuis 2010, un compatriote vivant au Grand-Duché de Luxembourg, M. Bokomba Kasakasa, a lancé sur son site web, le www.bokomba.com, cette idée d'instaurer un nouvel ordre politique en Afrique noire à travers la création de ce qu'il appelle la Chambre nationale de chefs coutumiers, à commencer par la RDC, son pays, pour solutionner la crise politique qui règne dans nos pays d'Afrique. Il a publié depuis 2 ouvrages intitulés « Réforme, révolution et l'indépendance pour un Congo meilleur ». Le premier paru en 2011 est les enjeux de la réhabilitation du pouvoir coutumier. Les seconds parus en 2012, ces 2 ouvrages expliquent et justifient la solution qu'ils proposent. Cependant, depuis le lancement de son site, suivi de ces 2 publications, aucun des officiels de la politique congolaise n'a osé se prononcer ouvertement et publiquement sur cette proposition de solution de crise en RDC, qui est inédite dans l'histoire de l'humanité, alors qu'elle pourrait être la seule et unique solution aux maux qui rongent la RDC en particulier et l'Afrique en général. Aujourd'hui, Congo Mikili a décidé de faire parler les acteurs politiques de la RDC pour tenter d'avoir leur proposition, leur position par rapport à cette idée que nos chefs coutumiers congolais ont déjà faite leur. Le premier de ces acteurs politiques qui a accepté de se soumettre à notre interview est M. Vital Kamerhe, en sa qualité du président national de l'UNC. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Bonjour M. Vital Kamerhe. Bonjour, maman. Qui s'efforce d'apporter de l'information dans les foyers congolais via Internet à travers le monde. Et de toute évidence, les Congolais ne sont pas réputés comme étant des grands écrivains. Depuis le 30 juin 1960, de nombreuses personnalités politiques et même des intellectuels qui ont quitté ce monde sans avoir laissé une seule ligne de mémoire, quelle perte, quel gâchis, si on peut le dire comme ça. Mais il est vrai aussi que les Congolais ne sont pas plus connus comme étant de grands ou des fervents lecteurs. Heureusement, des exceptions ne manquent jamais et des exceptions existent toujours. Un Congolais, Bokomba Kasakasa, expert comptable résident au Grand-Duché de Luxembourg, a écrit un livre sous forme de monographie. Il s'est fait également que vous avez lu l'ouvrage en question intitulé Les enjeux de la réhabilitation du pouvoir coutumier congolais, publié aux éditions Locolé. C'est en réalité le second opus écrit par le même auteur. Alors, dans son livre, M. Bokomba Kasakasa monte aux assauts et prend le contre-pied, tacle avec des affirmations sur lesquelles est basée l'histoire du Congo. Dans le même temps, il démolit de fond en comble les convictions politiques qui ont inspiré les actions des politiciens congolais depuis le 30 juin 1960. Au cours de cet entretien, je propose de passer en revue les principaux aspects de l'argumentaire développé par l'auteur et d'enregistrer votre position ainsi que vos appréciations. Alors, Monsieur Vital Kamerhe, vous avez reçu et lu les 2 ouvrages, mais pouvez-vous d'abord
alors nous faire une analyse globale de cet ouvrage intitulé Réforme, révolution et indépendance pour un Congo meilleur. Compatriote Bokomba, puisque vous savez que c'est comme ça que nous allons construire un Congo meilleur, comme il a si bien dit dans son ouvrage où il parle de la révolution, de l'indépendance et des réformes pour un Congo meilleur. Et même l'autre ouvrage, les enjeux de la réhabilitation du pouvoir coutumier, les deux ouvrages, en tout cas, se complètent, puisque dans les ouvrages, il parle de l'un comme de l'autre. Et je dois les féliciter, puisque dans cet ouvrage, il commence d'abord par nous livrer sa propre lecture de l'histoire du Congo depuis la veille de la création de l'État indépendance du Congo, c'est-à-dire la moitié du 9e siècle, jusqu'à ce jour. Parce que, comme vous le savez, moi j'ai toujours dit qu'on ne peut pas se développer si on ne se donne pas rendez-vous avec l'histoire. Comment voulez-vous projeter l'avenir si vous ne savez pas comment notre histoire a été faite, d'abord écrite par les autres, et vous devez vous rappeler qu'en 1960, Lumumba avait dit qu'une page vient d'être tournée et sur une feuille blanche, maintenant nous devons écrire notre propre histoire par les Congolais. Je crois que nous devons nous adonner à cet exercice et il a relevé beaucoup de paradoxes. Beaucoup de paradoxes au niveau du Congo, un pays riche, mais qui a sombré dans une misère sans nom. Et d'ailleurs, beaucoup de gens se demandent si la période d'avant l'indépendance n'est pas finalement meilleure que la période d'après l'indépendance. Puisque quand nous avons eu l'indépendance, nous nous sommes dit maintenant c'est notre propre Congo à nous. Et donc nous pouvons nous-mêmes, en tant que dirigeants de ce pays, connaissant les problèmes de nos compatriotes, y répondre. Mais malheureusement, il a démontré que ce qui a caractérisé les politiques congolais, malheureusement, c'est l'égocentrisme, le tout pour moi-même et rien pour le peuple. Donc le peuple est là pour servir, il n'a que des obligations, pas des droits. Et il a démontré dans son livre, et j'ai beaucoup aimé, après avoir parlé de ces paradoxes, il a démontré d'abord comment nos dirigeants se comportent sur le plan de leurs propres partis politiques, mais il n'a pas épargné non plus les médias, puisque les médias aujourd'hui ne font pas les relais des cris de détresse de nos populations. C'est pourquoi il s'est dit révolté. Lui ne va pas rester un simple spectateur. Il a hésité, il a dit pourquoi écrire si ce que je vais écrire avait déjà été écrit. Alors il a cherché des idées novatrices pour qu'il puisse remplir sa part de responsabilité. Parce qu'il considère l'humanité comme étant l'ensemble où chaque être constitue un élément d'un tout. Chaque être est spécifique, doué des aptitudes propres à lui. Et d'ailleurs là, ça rejoint même la parole de notre Créateur. Dieu, avant que nous ne naissions, Dieu sait déjà à quoi il nous prédestine. Chacun de nous a une mission. Et nous devons de façon permanente rechercher cette mission-là. C'est en nous mettant tous ensemble que nous allons chacun remplir un rôle, écouter les cris de détresse de nos populations. Il a refusé de fermer les yeux et de boucher ses oreilles. Il a dit, je vais aller à l'écoute de ce peuple et pour qu'ensemble nous puissions voir comment nous pouvons faire. Il a fait sortir 3 caractéristiques principales pour un être humain digne de ce nom. C'est-à-dire, il y a la volonté, il y a l'intelligence, et puis il a ajouté l'amour. Mais on peut ajouter beaucoup d'autres. Il y a aussi la patience, il y a aussi toutes ces ambitions qu'on a pour son peuple. On peut aller jusqu'à l'infini. Mais il en a retenu 3 fondamentales. Et nous avons aussi apprécié parce qu'il a fait son propre portrait. Il a dit qu'il est né à Bolobo le 1er février 1959, c'est-à-dire un mois avant ma naissance. Et il a parlé de son Bolobo, ça m'a fait plaisir de voir quelqu'un parler de son patelin avec beaucoup d'emphase, beaucoup d'amour. Il a parlé du soleil, il a parlé de la nuit à Bolobo, et il a parlé des pluies, des torrents, il a parlé de foudre, de tonnerre de Bolobo. Il a peint ce milieu qui était prédestiné à être un port. Malheureusement, n'a jamais eu de quai. Et il a expliqué comment les bateaux passaient, ils étaient en faille, ils couraient vers les bateaux, les pirogues faisaient le relais entre la terre ferme et les bateaux qui restaient au milieu du fleuve. Mais une histoire qui a retenu mon attention, c'est la bataille de Bolobo. Quand il explique comment les piroguiers de Bolobo, un peuple guerrier, un peuple déterminé, avaient barré la route à une embarcation d'un inconnu. Mais c'était Stanley qui partait de Kisangani, Stanleyville à l'époque, en amont pour remonter vers Kinshasa, le Paulville, mais il arrive au niveau de Bolobo, 100 piroguiers l'ont bloqué. Et quand vous lisez le livre de David, un écrivain belge qui a parlé du Congo avec son histoire, il parle aussi de cette histoire-là, comment Stanley n'a pas eu la tâche facile. Dans son embarcation qui porte le nom de sa fiancée, Lady Alice, démontre comment, au niveau de Bolobo, il a eu des
sérieux problèmes avec les pirogues. Mais c'était nos amis de Bolobo ne savaient pas que lui, il avait toute une petite armée qui l'accompagnait avec des armes à feu déjà. Mais nos ancêtres ne pouvaient compter que sur leurs flèches, leurs machettes et leur détermination. Et il se pose la question, si les gens de Bolobo arrivaient à arrêter Stanley à ce moment-là, peut-être que le destin du Congo allait changer. Et donc, ici, il nous parle aussi dans son livre, pêle-mêle, et il nous explique de l'ingratitude face aux prophètes que nous avons connus dans ce pays, comme les Simon Kimbangu, comme les Kimpavita et les autres. Et il a démontré que nous sommes déconnectés de pouvoir coutumier et pour prendre la culture des autres et vouloir nous développer avec le mode d'organisation des autres. Il s'est posé finalement la question de savoir, est-ce qu'il n'y a pas moyen que nous puissions lire autrement notre histoire et notre schéma, lire notre histoire et notre présent pour projeter l'avenir, c'est-à-dire fabriquer notre clé pour ouvrir la prison et que la boîte à Pandore tout ressorte et que nous puissions dire haut et fort ce qui n'a pas marché. Et j'ai beaucoup aimé quand il a mis en exergue le Congo, cette terre méconnue, mais qui est une terre merveilleuse au cœur de l'Afrique. Il a parlé de la superficie du Congo, 2 345 000 km². Il a parlé de toutes ces ressources dont regorge le Congo. Il a commencé par la ressource humaine. D'abord, à l'époque il avait écrit, il parlait de 60 millions d'habitants. Aujourd'hui, on peut parler de 70 millions d'habitants. Il a parlé du nombre de diplômés, plus de 500 000 diplômés, ce qui est une ressource rare. Parce qu'en faisant le parallélisme avec la Chine, toute proportion gardée avec l'Inde, la première richesse, c'est d'abord la population et l'intelligence. Il a dit, à côté de cela, il peut retenir l'eau comme la deuxième richesse de notre pays, à juste titre, parce que l'eau, nous sommes les châteaux d'eau d'Afrique. Et je l'avais écrit dans mon propre livre. Si aujourd'hui nous sommes l'objet d'une agression, à cause de nos minéraux, la guerre de demain, ça sera la guerre de l'eau. Et que nous devons, dès à présent, prendre les initiatives pour une politique d'exploitation rationnelle de cette eau, pour nous-mêmes, mais pour les autres. Sinon, ils viendront la prendre par la force. Il a parlé de l'agriculture, qui est le moteur du développement et qui doit être le secteur qui doit donner l'impulsion aux autres secteurs. Il a parlé de notre culture. Avec nos 400 ethnies, c'est une richesse loin d'être un problème, mais cette multiplicité ethnique écarte automatiquement la question des minorités, et c'est là qu'il va aborder la question des nationalités congolaises. Il dit quand on parle de minorités au Congo, on cherche donc à créer un faux problème, parce que toutes les 400 ethnies, il n'y en a aucune qui est majoritaire par rapport aux autres. C'est une richesse que nous devons nous réapproprier, et c'est là, en conclusion, il dit, si nous voulons aller de l'avant, il propose une réforme audacieuse. Il faut créer une chambre de chefs coutumiers. Et que dans un premier temps, dans son livre, il dit, ces chefs coutumiers peuvent être chargés de suivre toutes les ordonnances présidentielles pour servir de relais et savoir que, est-ce que ces ordonnances répondent effectivement aux attentes de nos populations. Et plus tard, il explique que cette chambre de chefs coutumiers peut être au milieu de toutes les autres institutions, président de la République, Assemblée nationale, Sénat, le gouvernement, pour jouer le rôle d'arbitre, parce qu'ils sont détenteurs de notre culture, ils sont détenteurs de notre histoire, et c'est là qu'il dit que pour lui, il faut conjuguer des choses. Le binôme gagnant, c'est qu'il faut d'un côté faire la découverte de notre valeur spirituelle, c'est-à-dire l'esprit, et de l'autre côté, notre propre intelligence en tant que Congolais. Et les deux se fécondant vont nous donner le progrès. Et donc c'est ce que je peux dire en grande ligne, mais vous savez bien que son livre est de 200 pages. J'ai essayé de ramasser en grande ligne ce que j'ai pu retenir. Et il a même expliqué sa propre histoire avec son grand frère. Donc il est passé d'un style d'un roman qui vous attire tout le temps à lire davantage, et il a mélangé le style scientifique, des petites histoires personnelles, mais aussi avec l'innovation basée sur la recherche scientifique, et ça m'a beaucoup plu. Et je dois dire, en tout cas, félicitations à notre compatriote. Le deuxième livre aborde effectivement les enjeux de la réhabilitation des pouvoirs coutumiers, parce qu'il estime que toute la débâcle que nous connaissons maintenant, et tous les problèmes que nous connaissons, parce que notre forme de l'État, telle qu'il est organisé maintenant, il faut la remettre en cause. Et Mabika Kalanda, qui l'a cité, avait parlé de la remise en question. Et donc, si on ne le fait pas,
on n'a pas le courage de le faire, nous aurons toujours des problèmes et les dirigeants congolais seront déconnectés de la population. C'est pourquoi il dit il faut absolument que l'État congolais, les dirigeants congolais, partant du président de la République, ministres, les grands commis et les petits commis, puissent aller se réconcilier avec les chefs coutumiers, c'est-à-dire avec nos valeurs traditionnelles. On doit réhabiliter les chefs coutumiers parce qu'ils sont détenteurs du vrai pouvoir. Il a même expliqué dans le cadre des conflits où on a parlé de double nationalité, où des gens qui sont venus sur le territoire congolais à la suite d'une immigration légale ou illégale, il a dit qu'il existe des milliers de traités qui avaient été remis à Stanley à l'époque par nos chefs traditionnels qui peuvent servir aujourd'hui des références. Ça n'a pas une grande valeur scientifique puisqu'à l'époque Stanley parlait anglais. Évidemment, nos chefs traditionnels, il n'y avait pas de traducteurs pour eux. Ils ont dû signer peut-être des documents qui étaient écrits et dont ils n'ont pas pris connaissance. Mais le livre, il est ambitieux et je pense que c'est ça. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est le choc des idées qui jaillit la lumière. Puisque sur les deux livres, même si le premier, nous avons beaucoup à dire, puisqu'il a parlé de sa vision, le Congo qui sera meilleur, où il faut retrouver la paix et le travail. Mais nous pouvons aussi dire que tout en parlant des secteurs clés, comme ils les avaient énumérés, l'éducation, la santé, la communication, énergie, habitat, tout ça, moi je dis que quelque part, il faut, puisqu'il a fait ressortir le rôle de la femme, la réhabilitation de la femme, il fallait parler aussi de la jeunesse, puisqu'on ne peut pas développer un pays comme le Congo sans toucher à la jeunesse. Il fallait parler aussi des paysans, puisque le Congo est constitué à plus de 70% des gens qui vivent dans les milieux ruraux. Et qu'en parlant de l'agriculture, il fallait absolument parler de la réhabilitation du paysan congolais. Il fallait aussi, dans ce livre, parler de la terre comme valeur. Puisque au-delà de l'eau, nous avons, je l'ai toujours répété, 80 millions de terres arables qui sont accessibles, mais nous avons aussi 40 millions de terres arables qui sont irrigables. Ça fait 120 millions d'hectares de terres. Nous pouvons produire, en termes de produits vivriers, pour 2 milliards d'individus, exactement comme la Chine, mais nous pouvons aussi produire du biocarburant sur les 40 millions de terres qui sont irrigables. J'aurais voulu aussi que dans les richesses du Congo, ils puissent parler de nos potentialités en énergie propre, non polluante et renouvelable. Là, je vois les grands Inga avec 44 000 mégawatts, plus les autres sources associées. Dans chaque province, vous avez au moins des grandes rivières qui ont des potentiels inestimables pour suffire à la province. Et donc, ça nous amène à 100 000 mégawatts. J'aurais voulu aussi que dans ce livre, il puisse mettre en exergue, bien qu'il avait dit de façon pas très ouverte, montrer que ce dont souffre le Congo depuis 1960 jusqu'à ce jour, il l'a dit en ses propres termes, moi je l'ai dit aussi à mes termes, mais quelque part on se retrouve, c'est la crise de leadership. Il a démontré parallèlement aux différentes guerres que nous avons connues, des rébellions. Il a démontré que quelque part il y avait des querelles entre individus. Parce qu'en 1960, déjà 24 heures, quelques heures seulement après l'indépendance, c'est le problème qui commence entre individus. Mitinerie au Kankokolo, et puis c'est Kassavou Boulou-Mumba. Plus tard, vous avez Tchombe qui entre en danse, il est élu en 1964, mais vous avez Mobutu comme troisième larron qui vient s'introduire pendant que Tchombe avait été dribblé par Kassavou. On a présenté Kimba à et place de Tchombe à l'Assemblée nationale. Mobutu en profite pour faire le coup d'État et nous amène son mode de gestion de pouvoir basé sur un homme. Mais plus tard, fatigué par les combats qui avaient été menés par les 13 parlementaires, et donc nous avons, grâce aussi à la perestroïka et à la chute des murs de Berlin, nous avons en 90 la conférence nationale souveraine. Et donc nous avons les résolutions de la conférence, mais on focalise toute l'attention sur deux personnes, M. Tien Tshisekedi et Mobutu, avec Mosengo comme arbitre au centre, neutre ou pas, mais il était l'arbitre. Et donc, quand ils sont en train de se disputer entre changer ou ne pas changer, mais c'est Laurent Désiré Kabila qui vient nous surprendre et il nous fait basculer en arrière
en suspendant toutes les activités des partis politiques. Et lui-même, il va être frappé par ses anciens alliés. Et finalement, on va voir dans un premier temps, problème Joseph Kabila Bemba, et puis plus tard, Joseph Kabila Tshisekedi Kamere. Donc toujours les individus. C'est pourquoi moi j'ai voulu briser ce cercle vicieux pour créer un cercle vertueux, comme il a dit aussi dans son livre. Nous devons désormais, là je m'adresse à tous les intellectuels qui nous suivent à travers le monde entier, les Congolais ici, chez nous en République démocratique du Congo, comme c'est de la diaspora, nous devons cultiver l'excellence. Il m'arrive de pleurer, il m'arrive d'avoir honte quand j'entends certaines questions ou certaines critiques sur Internet. Moi, je crois que quand quelqu'un a présenté son livre, comme notre compatriote Bokomba l'a fait, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je le connais à travers ses écrits. Je n'ai pas besoin de le connaître, savoir s'il est élancé ou petit détail, s'il est clair ou sombre, s'il est de ma tribu ou pas. Moi, j'apprécie l'œuvre et j'apprécie l'auteur à partir de son œuvre. Donc, quand quelqu'un a présenté sa vision, s'il vous plaît, attaquez-vous à la vision ou faites une contre-proposition. Puisque nous, en tant qu'intellectuels, nous pensons que c'est des chocs des idées que va jaillir la lumière. Voilà pourquoi nous avons voulu faire la politique autrement. Dès le départ, quand nous avons créé notre propre parti politique, la première chose, c'était d'écrire un ouvrage sur le Congo. Montrer la grandeur du Congo. Montrer que ce Congo, évidemment, renferme des ressources qui contrastent avec sa pauvreté. Et donc, voilà ce que je dois dire, et je dois féliciter notre compatriote pour ce qu'il vient de faire, et nous l'encourageons à aller de l'avant. Il n'y a pas d'œuvre parfaite, ça n'existe pas. Mais ce qu'il a fait, c'est beaucoup. Parce que sur base de ça, nous avons engagé des discussions. Les gens, il ne doit pas avoir non plus peur d'écouter nos observations. Ça va l'aider pour les tomes suivants d'améliorer. Mais le travail est très bien fait. Merci. Alors, M. Vital Kamere, alors quelle est votre impression sur sa proposition de la création d'une chambre nationale de chefs coutumiers? Moi, je crois que ce n'est pas une institution de trop. D'autant plus que quand on a fait la loi Bakajika en 67, vous savez, le pouvoir des chefs coutumiers reposait surtout sur la terre. C'était des propriétaires terriens. Et de façon astucieuse, le président Mobutu a compris que la meilleure façon de diminuer le pouvoir des chefs coutumiers, parce qu'il voulait être le seul maître à bord, il ne voulait pas apprendre que les Lunda sont en train d'obéir à Mantiave, il ne voulait pas entendre que les Chis sont en train d'obéir à Databaï ou à Kabare, ou qu'ailleurs il y a un Moami. Il a dit non, il veut faire en sorte que tous ces Bamis-là et ces chefs coutumiers deviennent d'abord membres du Imper Parti-État. Et de la terre et les sols et les sous-sols appartiennent à l'État désormais. Vous savez, sans terre à redistribuer à ces sujets, le chef coutumier perd une grande partie de son pouvoir. Si nous prenons l'exemple de chez nous, les Chis, nous avons trois grandes valeurs chez nous, en ce qui est terme de richesse. C'est la terre, c'est la femme et c'est la vache. Chez nous, c'est comme ça, nous sommes à la fois des cultivateurs, des éleveurs, mais la femme est sacrée chez nous parce qu'en même temps qu'elle est votre compagne, votre complice dans la maison, elle est chargée de l'éducation des enfants, elle vous conseille en premier lieu, c'est elle qui encaisse avec vous les moments difficiles que vous traversez. Mais cette femme, dans les milieux ruraux et dans nos royaumes, elle est à la base de l'organisation du travail dans les milieux ruraux. Et donc, nous pensons qu'aujourd'hui, aller fouiller dans les décombres de notre histoire pour ressusciter toutes ces valeurs ancestrales, ce n'est pas une mauvaise chose, mais il faut les adapter, comme il a dit dans son livre, au contexte actuel. Mais je voudrais insister sur un élément. Créer la chambre des chefs coutumiers, c'est une très bonne chose, c'est même une innovation. Mais je voudrais dire que ça ne va pas suffire. Il faut une transformation de la mentalité du dirigeant congolais. J'insiste bien, du dirigeant congolais. Il faut l'émergence d'un leadership visionnaire, un leadership sévère, un leadership qui est au service du peuple, comme il a dit dans son ouvrage, et non pas des chefs d'État, des ministres qui pensent que le peuple n'a que des obligations. Non. Nous devons être au service du peuple, comme Jésus-Christ lui-même l'a dit. Il est le berger, il est derrière les brebis, pas parce qu'il veut être derrière, mais parce qu'il veut être sûr qu'aucune des brebis
ne va s'égarer, qui va arriver avec toutes les brebis à la destination, il va. Et donc, quand il a écrit dans son livre que les derniers seront les premiers, c'est très important. Soyez les derniers pour être les premiers. Voilà ce que je voudrais noter à ce niveau-là. Beaucoup, M. Vital Kamere, mais dans ses écrits, M. Bokomba Kasakasa procède à une série d'analyses et d'affirmations qu'aucun homme politique congolais n'a osé faire jusqu'à présent. Je vais vous les énumérer une à une et vous voudrez bien alors donner votre proposition votre position ainsi que vos appréciations. On commence par un extrait. M. Bokomba affirme que l'indépendance du 30 juin 1960 n'aurait jamais dû être donnée à la classe politique congolaise ni aux politiciens avec leur formation née pour la plupart à partir de 1957. Alors pour lui, l'indépendance du Congo ainsi que les droits et libertés qui s'y attachent auraient dû être restitués aux chefs coutumiers et le seul à les avoir perdus à la conférence de Berlin clôturée le 26 février 1885. Les conclusions de son analyse paraissent incomparable. C'est pourquoi Bokomba estime que tous les hommes politiques congolais ont usurpé le pouvoir qui revenait de plein droit au chef coutumier. Alors personnellement, vous considérez-vous comme appartenant à cette classe d'usurpateurs, autrement dit de ces politiciens qui se sentent accaparés abusivement de l'indépendance dans le même temps? Quel réquisitoire pouvez-vous éventuellement opposer à ces reproches? Merci beaucoup. Je peux dire que M. Bokomba, il a raison, mais il a aussi tort. Il a raison dans la mesure où, quand l'homme blanc est arrivé, il avait trouvé une organisation de nos entités territoriales. Il y avait des royaumes, il y avait des empires sur l'espace Congo qui est contenu aujourd'hui.